Alors, merci encore une fois pour nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes contents pour vous faire cet entretien sur l'évaluation de la gravité et l'estimation du nombre de personnes ayant besoin d'une assistance sanitaire dans les contextes humanitaires. Alors, avant que je commence, je veux juste vous dire que cette présentation était d'abord en anglais, mais j'ai fait la traduction en Google. Alors, j'espère que la traduction va être correcte, mais si vous avez des questions, si vous avez quelques termes que vous êtes habitué à dire des autres mots, laisse-moi savoir aussi, on peut l'ajuster. Alors, comment on va faire cette session aujourd'hui? Ça va être tellement simple. Premièrement, on va commencer par un aperçu de la JF 2.0. Et après, on va parler de plus concernant les personnes ayant besoin d'un assistant de santé et des calculs de la gravité des besoins. Et enfin, on va avoir une opportunité pour votre question et bien sûr les réponses. Si vous avez besoin de demander quelque chose, vous pouvez demander dans le chat. J'espère, je ne sais pas si je vais être rejoindre avec mon collègue Alberto, qui est d'abord responsable pour le GIAF, pour le cluster mondial de santé. Mais en tout cas, je vais essayer aussi à répondre à votre question. Alors, sévérité, ça c'est la première correction. Merci Marvin. Alors, au lieu de gravité, on va dire sévérité. Et une autre annonce aussi, c'est que cette présentation, c'est pas une formation sur le JF, mais en fait, c'est spécifique à l'évaluation de la sévérité des besoins de santé et à l'estimation du nombre de personnes ayant besoin d'une assistance sanitaire. Alors, ça, c'est tellement important. Ces deux estimations, ils sont des éléments cruciaux pour l'analyse intersectorielle pour le GIAF. Alors, c'est pour cela, si vous avez besoin de plus d'informations sur le GIAF, je peux partager avec vous les liens de la présentation en français qui est déjà sur YouTube, en fait. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Mais ils ont la même présentation, l'équipe GIAF en anglais. Alors, avant de commencer aussi, Alou nous demande s'il y a une formation sur GIAF, celle qui est planifiée à Dakar. Alors, c'est encore une fois, les formations sur GIAF, vous allez entendre des collègues qui travaillent avec OCHA. Alors, ils vont faire, ou aussi des collègues qui travaillent avec des clusters des autres clusters aussi. Nous avons un grand équipe mondiale qui s'occupe des formations sur le GIAF. Alors, pour aujourd'hui, pour maintenant, on va commencer juste avec une petite formation sur le GIAF. Et avant de commencer, je vais juste m'assurer que tout le monde me connaît. Alors, moi, je m'appelle Christian et je travaille avec le cluster mondial de santé. Et je travaille encore une fois avec Alberto qui s'occupe du GIAF et avec Luis et Tony que je suis sûr que vous êtes déjà rencontré avec eux. Alors, c'est quoi le GIAF? Premièrement, c'est une grande histoire. On a fait beaucoup d'itérations, beaucoup de changes concernant l'analyse des besoins de données, des besoins humanitaires ou de sévérité sur les années dernières. Mais finalement, on a pu avoir des normes mondiales pour l'estimation et l'analyse des besoins humanitaires et des risques de protection. Et ça, c'est qu'on appelle le GIAF 2.0. Alors, c'est un cadre d'analyse conjointe et intersectorielle. On a plusieurs partenaires qui ont partagé au développement du GIAF. Ils sont des donateurs d'agences des Nations Unies, des ONG, de clusters mondial et d'agences spécialisées sous l'auspice de Grand Bargain. Et troisième point, c'est le GIF, c'est une méthodologie en fait pour avoir des informations pour le HNO. Alors, les normes nous permettent la production d'informations fondamentales pour les aperçus des besoins humanitaires qui sont menés à l'échelle mondiale sur une base annuelle. Quatrièmement, JF 2.0 est basé sur une approche analytique qui considère la coexistence et l'intersection de différents besoins et comment leurs effets combinés conduisent à des conditions humanitaires. Alors, c'est plus centré sur les personnes. Et le dernier point, c'est que, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé, qui ont travaillé pour le GIAF, nous sommes confiants que c'est robuste, c'est transparent, impartial, reproductible et comparable. Bien sûr, pour
pour analyser les besoins humanitaires et les risques de protection. Comment fonctionne ce cadre de GF 2.0? Alors, premièrement, ça fournit un cadre d'analyse que vous voyez là devant vous. Premièrement, pour organiser autour de 3 modules couvrant à la fois l'analyse sectorielle et intersectorielle, et pour aider à structurer, analyser et synthétiser les informations déterminées des besoins humanitaires des personnes qui sont affectées et pour déterminer les caractéristiques principales de la crise. Alors, vous voyez qu'on a 3 modules là. Le premier module, c'est sur les facteurs contribuants. Et dans ce premier module, on parle du contexte, des chocs et des impacts de la crise et portée et implications pour l'analyse. C'est là où on décide. Mais en fait, on va parler de plus dans les deux slides, dans les autres slides. Deuxièmement, pour les besoins sectoriels, alors ça, c'est le deuxième module. Et là, on parle du PIN, de People in Need, ou du nombre de personnes qui ont besoin d'assistance. Alors, vous voyez là que c'est un PIN interopérable. Et ça veut dire que le PIN, premièrement, c'est un PIN que on a plus ou moins la même définition du PIN en général, mais bien sûr, une définition pour chaque cluster en plus. Et puis, le troisième module, c'est pour le PIN commun. Là, le voilà ici. Pour chaque module, là, dans le GIAF, on est bien équipé en fait par des boîtes à outils. Et chaque boîte à outils contient des espaces de travail. Vous allez voir aussi dans l'entretien ou dans la formation du GIAF, par l'équipe de GIAF, comment travailler avec ces espaces de travail et en plus les tableaux de référence et comment vous pouvez les utiliser juste pour savoir les tables, les indicateurs qui sont importants pour cette analyse. Le processus de GF, c'est pour chaque pays, bien sûr. Alors, on a trois grands workshops, les ateliers ou les séminaires ou les ateliers de travail. Alors, on a presque 3 ateliers de travail où on commence premièrement dans le premier étage ou étape. Dans le premier étape, on fait le lancement du GIF et c'est là où tous les clusters vont participer. Et c'est là où on est concentré sur le premier module, juste pour savoir le scope de l'analyse. Alors, si on va faire une analyse au niveau du district ou d'une communauté ou des groupes de population vulnérables qu'on doit l'analyser. Alors, c'est là où on décide le scope ou les caractéristiques communes qu'on va utiliser pour l'analyse. Et le deuxième workshop, c'est sur l'analyse sectorielle interopérable. Alors là, les secteurs procèdent à leur propre collection et l'analyse de données en tenant compte de la portée et des lignes directrices convenues conjointement. Et là, bien sûr, les secteurs soumettent leurs conclusions pour compilation et répondent à tout signalement soulevé. On va voir encore dans un petit peu les signaux. Et dans le troisième module, ça c'est sur l'analyse intersectorielle. Alors ça c'est où on met, l'analyse intersectorielle est menée dans le cadre d'une session de travail multipartenaire pour examiner les conclusions sectorielles finales et déterminer conjointement l'ensemble des personnes dans le besoin, la sévérité intersectorielle et les caractéristiques de la crise. Alors, à ce stade, les conclusions sur le contexte, les moteurs et la vulnérabilité et l'impact du premier module, ils sont finalisés là. Qu'est-ce que ça veut dire pour le cluster santé? Alors, on a plusieurs responsabilités là. Alors, pour chaque étape, on a premièrement, pour chaque atelier de travail, on a des responsabilités comme des coordinateurs du cluster ou les information managers, des IMOs. Alors, pour le premier étape, là, pour le premier atelier, on doit fournir les informations disponibles relatives à la santé. Alors, par exemple, on a des estimations de la mortalité et la morbidité si c'est disponible. On a aussi une grande responsabilité, encore une fois, pour définir la portée de l'analyse. C'est ça le nom en français. C'est la portée de l'analyse. Alors là, c'est où on décide sur les zones géographiques qu'on va analyser ou les groupes de population. Et en plus, on doit identifier les lacunes dans les données et planifier la collecte de données et les évaluations des besoins.
Alors, c'est là qu'on décide, OK, c'est quoi qu'on a besoin de collecter. Et après cette étape-là, bien sûr, on commence à recueillir les données et appliquer les normes mondiales pour calculer les estimations des personnes dont le besoin et de la sévérité du cluster santé. Alors, ça, c'est la deuxième étape là, qui est sur l'analyse sectorielle interopérable. On fait soumettre les conclusions à l'équipe JF qu'on est prêt pour compilation. Et là, c'est là où on doit justifier toute déviation ou adaptation apportée à l'analyse et on doit présenter et discuter des résultats lors de l'atelier, identifier les problèmes qui pourraient devoir être résolus avant le module final. Dans le troisième atelier, ça c'est pour l'analyse intersectorielle. Là, l'analyse intersectorielle est menée dans le cadre d'une session de travail multipartenaire pour examiner les conclusions sectorielles finales et pour déterminer conjointement l'ensemble des personnes dont on a besoin. Alors, c'est là qu'on doit examiner les conclusions sectorielles finales, même si on est le cluster santé, on doit savoir les conclusions générales et aussi on doit peut-être défendre notre conclusion et on doit déterminer conjointement le nombre global de personnes dont on a besoin et la sévérité intersectorielle. Alors, c'est à part de la sévérité sectorielle du cluster santé et les caractéristiques de la crise. Finalement, on doit finaliser les conclusions du module 1 et on est terminé avec le JF. Alors, bien sûr, vous voyez la flèche en bleu en haut. Et ça, c'est tellement important pour nous, comme cluster santé, on doit toujours participer activement à tous les ateliers. Alors, c'est très important pour représenter le cluster et pour partager toutes les informations qu'on peut partager et pour aussi, bien sûr, savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour le succès du JF, pour être sûr que le cluster santé est bien calculé dans le JF. Comme j'ai déjà promis, alors on a déjà l'enregistrement et les ressources de JF 2.0. Alors, si vous n'avez pas pu participer à la présentation, un enregistrement en vidéo est désormais disponible en anglais, en français, en espagnol, si vous aimez. Et aussi, les participants ont posé de nombreuses questions intéressantes. Alors, vous avez aussi le lien pour les trouver là-bas. Et maintenant, pour la deuxième partie de cette présentation, c'est sur le PIN et la sévérité, encore une fois. Alors, je vais juste ajuster le mot là, la sévérité. Alors, maintenant, vous connaissez le processus général du JAF. Alors, c'est pour cela que je vais me concentrer sur l'analyse spécifique à la santé, y compris le calcul du PIN ou des personnes en besoin d'assistance de santé et de la sévérité des besoins, qui est la partie la plus critique pour les deux modules du JAF. Alors, tout d'abord, vous devez vous rappeler que dans JAF, nous avons un PIN sectoriel et aussi la sévérité sectorielle. Et aussi, on a un PIN global qui prend en compte le PIN sectoriel le plus élevé, et on va voir aussi dans un petit peu, et une sévérité intersectorielle construite à partir de la sévérité sectorielle et certains indicateurs intersectoriels. Alors, on va concentrer dans cette présentation sur l'analyse sectorielle parce que OCHA coordonne l'analyse intersectorielle. Et comme j'ai déjà dit, on a déjà la formation, l'overview, et ils vont vous donner la formation au niveau du pays. Alors, vous pouvez attendre cette formation. Alors, ainsi, pour estimer le PIN de santé, la première étape consiste à définir le périmètre de l'analyse lors du premier atelier multipartenaire. Alors là, vous devez inclure toutes les zones et tous les groupes de population d'intérêt dans la portée de l'analyse. Après, alors, ça c'est le première étape. Et après cela, vous devez mettre à jour vos indicateurs de référence et effectuer des évaluations des besoins et des examens des données secondaires afin de collecter les données requises pour le calcul du PIN et pour la sévérité. Alors, l'étape suivante consiste à définir la population affectée et le PIN. À cette fin, vous aurez besoin de données sur les ressources de santé, l'état de santé et les facteurs contextuels. Après avoir eu les résultats préliminaires,
vous devez le revoir avec les partenaires du cluster santé et un panel d'experts, et ce qui est conseillé pour organiser et ajuster les résultats en fonction de leurs connaissances et données qualitatives. Vous devez parcourir les 2 dernières étapes avant le deuxième atelier ou le deuxième module. Inclure les suggestions d'autres clusters et ajuster les résultats si c'est nécessaire. Alors, ça, c'est en général le processus. Et ça, c'est basé, encore une fois, sur les ressources de santé, l'état de santé et les facteurs contextuels. Alors, si vous vous souvenez, ça, c'est les domaines d'information de santé que nous parlons toujours. Et aussi, si vous avez participé dans la formation qu'on fait sur le management, vous devez voir aussi la même introduction sur les domaines d'information. Alors, on commence premièrement. Alors, pour savoir le PEN, on doit premièrement savoir la population qui est touchée ou qui est affectée en conséquence directe de la crise. Et pour ça, on doit être clair sur les définitions. Alors, premièrement, on commence par la définition de l'IAC, Interagency Standing Committee. Alors, et là, ils ont déclaré en anglais, mais je ne sais pas si ça va être la même en français, mais ils ont déclaré que lorsqu'une crise se prolonge et que ses effets s'aggravent et se propagent, la définition de la population affectée peut nécessiter une modification pour inclure la population géographiquement éloignée du centre du choc initial et n'ayant pas été physiquement ou émotionnellement touchée, mais subissant les effets secondaires d'une catastrophe ou crise. Alors, cette clarification est cruciale pour nous, pour le cluster santé, car les impacts sur le système de santé peuvent avoir des conséquences profondes, même dans des zones initialement épargnées. Par exemple, la rélocation de la concentration des ressources de santé peut entraîner une détérioration des conditions de santé dans ces régions éloignées de l'impact initial. Alors, là, à droite, vous trouvez l'oignon fameuse qui est sur qui dépicte la population totale et une subset ou un groupe de la population totale qui est d'abord affecté directement ou indirectement. Et parfois, on a des gens qui sont affectés, mais ils sont pas nécessairement directement touchés par la crise. Alors, ça, c'est un autre groupe qui est un peu plus petit. Et à la fin, on a les gens qui sont vraiment dans le besoin et on va voir aussi comment les calculer après. Et ça, c'est un autre groupe. Comment calculer la population affectée? Il est difficile de démontrer qu'un besoin spécifique est directement motivé par une crise. Et ça, c'est le problème, ça, c'est le dilemme dans le monde humanitaire et spécialement dans le monde de santé, parce que d'abord, c'est un grand mélange entre le travail humanitaire et le travail de développement. Alors, c'est pour cela le JF a opérationnalisé la population affectée comme deux parties ou deux définitions. Alors, une qui parle de population vivant dans les zones directement ou indirectement touchées. Alors, c'est concernant les zones. Et là, on considère que la population dans le district touché par une crise est en fait la population affectée. Et dans la deuxième définition à droite, on parle des groupes de population qui sont directement ou indirectement affectés. Et ça peut être les personnes qui sont déplacées ou les réfugiés. Alors, ça dépend à crise et ça dépend à OCHA et aussi à votre cluster. Alors, vous devez décider qui est nécessairement touché par la crise. Par exemple, là, les clusters pourraient convenir d'analyser uniquement les besoins des personnes déplacées. Mais pour la santé, il est crucial d'analyser les populations, y compris les communautés d'accueil, en particulier pendant les épidémies. Alors, si tel est le cas, vous pouvez inclure ces communautés dans l'analyse et suggérer leur inclusion dans le PEN global. D'abord, le coordinateur humanitaire devrait en décider, mais vous pouvez l'analyser et partager vos conclusions dans le chapitre du HNO sur la santé. OK. Après, comment gérer les besoins de développement? Alors, comme on a déjà dit, ça c'est un autre défi. Et la différence ou le nexus, le human nexus, je ne sais pas si on l'appelle aussi le nexus en français, le nexus humanitaire et développement.
alors l'intersection. Et là, c'est important le critique pour inclure les besoins structurels et de développement. Alors, la portée de la réponse humanitaire et de développement doit être déterminée à travers des mécanismes de coordination existants et l'accord sur les résultats collectifs dérivés du HRP et de l'UNDAF. Alors, bien sûr, on a plus de conseils disponibles sur le HTTPX sur le site. Et dans les crises prolongées, nous recommandons de considérer les populations affectées comme celles qui ne sont pas couvertes par les services de santé disponibles. Et ça, c'est parce que après, dans les crises prolongées, il y a beaucoup de temps qui a passé. Alors, on considère que tout le monde qui est toute la population affectée, encore une fois, c'est celles qui n'ont pas d'accès ou qui sont pas couverts par les services de santé disponibles. Alors, on voit ça dans une carte là. Alors, vous pouvez avoir, alors, ça, c'est les trois alternatives de la population affectée. D'accord. Et alors, pour nous maintenant, vous avez trois façons possibles d'estimer la population touchée ou affectée. La première consiste à calculer la population non couverte par les services disponibles, ce qui est recommandé pour les crises prolongées. La seconde, voilà, vous voyez, la seconde consiste à prendre la population totale dans les zones touchées par des crises soudaines. Et le dernier est d'ajouter des groupes de populations vulnérables. Vous pouvez décider quelle approche utiliser ou comment les combiner en fonction du contexte. Et l'étape suivante consiste à calculer le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance médicale. Alors, ça, c'est un sous-ensemble de la population qui est affectée par la crise. Alors, commençons par la définition. Premièrement, qu'est-ce que le PIN pour la santé? Alors là, on parle spécifiquement de la santé. Les populations affectées qui subissent ou sont à un risque imminent de subir des conséquences négatives sur la santé en termes de bien-être physique, mental et psychosocial, résultant d'une perturbation de la norme et vivent ou dans les zones touchées par la crise, ou dans les zones où la morbidité et la mortalité sont supérieures au niveau d'urgence. Ces zones peuvent s'étendre au-delà des limites géographiques des zones directement touchées décrites dans la portée de l'analyse. Cette définition est opérationnalisée en calculant la différence entre la population totale et celle couverte par la capacité de service ajustée. Alors, dans l'oignon, encore une fois, d'abord, qui on considère ont besoin d'assistance? C'est expliqué dans trois catégories. Premièrement, la population affectée. Alors, ça, c'est le grand cercle. Le deuxième grand cercle, c'est le Standard Service Capacity ou le service de capacité standard voilà, la capacité du pays. Mais quand une crise se produit, on considère que la capacité nationale est réduite. Alors, c'est pour cela on a plusieurs gens qui sont besoin d'assistance. Alors, là, on voit la formule pour les personnes en besoin. Alors, c'est la population affectée, moins la population affectée, mais qui est déjà couverte par le service ajusté. Et tout ça est d'abord basé sur le modèle de Tanahashi de 1978. Alors, ça, c'est un modèle ancien ouais, qu'on utilise. Là, pour estimer le PIN, la première étape consiste à analyser la capacité du système. Pour cela, nous utilisons ce modèle qui considère la population cible comme les personnes devant bénéficier des services de santé. Alors, on commence premièrement par la population cible et puis on parle de disponibilité couverture. Alors, la couverture qui est disponible, et ça veut dire pour qui les services sont disponibles. Et la troisième, là, c'est la couverture d'accessibilité. Alors, qui peut accéder ces services de santé? On a une quatrième catégorie. Vous voyez comment ça commence à réduire beaucoup. Alors, ça, c'est la couverture d'acceptabilité. Alors, qui sont prêts à utiliser les services. Et là, en fait, je vais juste parler un peu de l'accessibilité. Alors, si on a les services de santé,
Parfois, il y a des gens qui ont pas qui peuvent pas accéder ces services parce que peut-être ils n'ont pas de l'argent ou ils ont pas ils peuvent pas venir accéder à cause des conflits ou à cause parce qu'ils n'ont pas de voiture et tout ça. Alors, c'est pour cela que cette catégorie devient un peu plus petite. Mais après, parfois, même s'ils ont l'accès, même s'ils peuvent accéder à l'assistance ou la capacité ou le service de santé, parfois ils sont pas acceptés. Et la raison, c'est que, ben, je ne sais pas, c'est à cause parfois des raisons racistes, de discrimination, ou parce qu'ils ne parlent pas la langue. Alors, c'est pour cela ils ne peuvent pas être acceptés pour les services de santé. Et en plus, on a les contacts. Alors là, c'est la catégorie où qui représente les gens qui décident à avoir le service de santé, alors qui contactent le service. Et en plus, on a la cinquième qui est sur la couverture, l'efficace de la couverture. Et ça, c'est comme si le service a réussi ou est efficace. Alors, cela regarde la qualité des services fournis. Alors, pour nous, nous sommes vraiment concentrés juste pour les premières trois catégories à part de la population cible. Et ça, c'est concernant l'acceptabilité, l'accessibilité et la couverture des services de santé. Alors, c'est ça pour nous qu'on considère les personnes qui ont besoin d'assistance en santé. Mais bien sûr, ouais. Alors, si vous voyez maintenant cette ligne-là, cette ligne, c'est pour les goulots d'étranglement. Alors, les bottlenecks en anglais, les goulots d'étranglement. Et c'est cette courbe qui représente les goulots. Nous nous concentrons pour savoir comment on peut améliorer le service de santé. Si c'est concernant l'accessibilité, si c'est concernant la couverture ou l'acceptabilité. Alors, c'est pour cela, c'est là où on a des indicateurs juste pour pour savoir où on peut faire des activités pour améliorer le service de santé. Alors, l'estimation de la capacité de service est difficile en raison de sa nature dynamique et de la disponibilité limitée de données. Alors, il est nécessaire d'ajuster les estimations de capacité de service sur la base de preuves supplémentaires. Alors, pour commencer, premièrement, on commence pour évaluer la capacité de service, nous utilisons généralement des indicateurs de ressources sanitaires. Alors, on les voit dans le premier cercle là, les ressources de santé. Il y a beaucoup d'indicateurs, mais alors ça, c'est pas une liste exhaustive, mais on a beaucoup d'exemples là. Alors, nous utilisons généralement des indicateurs de ressources sanitaires tels que le nombre de lits d'hospitalisation ou d'établissements de santé fonctionnels. Nous calculons la capacité selon les normes mondiales, comme par exemple une facilité de santé pour 10 000 personnes. Ensuite, nous calculons la différence pour obtenir le nombre de personnes non couvertes qui pourrait être la population affectée ou le PEN. Cependant, la capacité du système change constamment. Pour cette raison, nous devons recouper ces estimations à cette fin. Nous utilisons des indicateurs d'état de santé et des facteurs aggravants. Par exemple, il peut y avoir une couverture totale, mais si nous identifions des enfants non vaccinés, cela devrait être utilisé pour ajuster l'estimation initiale en considérant ces enfants non vaccinés comme peine, comme personnes en besoin. Il en va de même lorsque l'on considère facteurs contextuels, car il aggrave l'état de santé et stresse les services de santé existants. Par exemple, vous pourriez avoir une couverture complète, mais vous devez peut-être ajuster l'estimation si de nouvelles personnes arrivent dans le district que vous analysez. La combinaison des facteurs aggravants de l'état de santé et des ressources de santé éclaire l'intervention de santé. Alors, ces interventions visent à améliorer les ressources sanitaires et l'état de santé. Ensuite, la performance du système de santé est utilisée pour surveiller les interventions. Il s'agit d'un modèle simplifié
mais qui aide à expliquer le processus d'information et son lien avec la programmation. Alors là, on voit que la capacité de service ajusté, c'est comme on voit, c'est la population totale moins le nombre de la population qui est déjà couvert avec des facilités de santé. Et parfois, et le PIN, ça va être le total population ou la population totale moins la population qui peut accéder les services de santé. Et parfois, on considère le nombre de la population qui est déplacée, comme le PIN, ou on le compare à une autre mesure comme celle-ci là sur le PIN où on fait la population totale moins le nombre des enfants qui sont vaccinés et on prend un max ou la somme. D'accord. Les sources de données. Alors, comme vous pouvez le constater, le cluster santé nécessite généralement plus de données que les autres clusters. Pour cette raison, nous devons considérer différentes sources de données et les combiner. Par exemple, nous avons besoin de données sur les ménages et d'évaluation des besoins pour évaluer l'accessibilité. Pour la disponibilité, nous avons besoin des rapports des établissements de santé qui sont également la principale source de données pour les données sur l'état de santé. D'autre part, l'acceptabilité est généralement évaluée à travers des données qualitatives et des entretiens et les facteurs contextuels proviennent généralement d'autres clusters avec lesquels nous avons des cadres opérationnels et de suivi commun. Pour cette raison, il est essentiel d'examiner les lacunes en matière de données et de promouvoir des évaluations des besoins pour les combler. D'accord. Alors là, on voit les domaines d'information. Alors, l'état de santé, on a la disponibilité, accessibilité et acceptabilité. Et ça, c'est les trois catégories qu'on a parlé d'avant, qu'on va se concentrer sur. Et les facteurs contextuels. Et là, c'est où on peut avoir les données secondaires qu'on a parlé. On a un cadre opérationnel conjoint entre santé et protection que vous pouvez voir. Aussi, on a le cadre stratégique pour l'insécurité alimentaire et santé. On a le programme conjoint de suivi pour WASH. On a le cadre opérationnel conjoint pour le choléra, action sur les déterminants sociaux de l'équité en santé et le cadre mondial de suivi de la nutrition. Maintenant, concernant le modèle de la calculatrice PIN, alors cette calculatrice est disponible en Excel, on va le partager, on va aussi avoir une autre formation enregistrée sur l'Excel, juste pour savoir comment on peut la gérer. Alors là, la plupart des données dont nous avons besoin proviennent du ministère de la Santé et des évaluations multisectorielles, bien sûr. Avec ces données, vous pourriez avoir plusieurs estimations comme celle-ci. Par exemple, vous pourriez avoir de nombreux chiffres différents pour le nombre de personnes dans le besoin en fonction de la couverture des ressources de santé. Nous prenons généralement le nombre le plus élevé. Cependant, avant de calculer le PIN final, nous avons besoin d'un avis d'expert. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, on a la population affectée par la santé. On a une autre calculation concernant qui prend en considération les ressources ou une autre sur l'état de santé maximal ou les facteurs contextuels et en plus la sévérité. Et on a plusieurs numéros là, mais on a, comme vous voyez, le PIN final qui a besoin d'un avis d'expert ou d'un panel, plusieurs avis, juste pour le décider. Alors là, on voit des exemples en utilisant les indicateurs qu'on a pour les ressources, par exemple. On a la population moyenne par formation sanitaire fonctionnelle, par type de facilité de santé et par unité administrative, par exemple. On a aussi les nombres de lits d'hospitalisation par 10 000 personnes qu'on peut utiliser. On a aussi le nombre d'agents de santé communautaires pour 500 personnes dans les zones rurales et difficiles d'accès. Alors, vous voyez là qu'on a choisi le max et ça a été le 2 525 000. Mais pour l'état de santé maximal, on a des autres indicateurs. On peut utiliser le pourcentage de la population identifiée comme ayant un handicap
conformer aux questions du groupe de Washington. On a couverture de DTC3. Alors, ça, c'est pour le vaccin, le DPT3, le Penta3, chez les moins de 1 an par unité administrative. Et on a le pourcentage d'enfants âgés de 6 mois à 15 ans qui ont été vaccinés contre la rougeole. Alors, ça nous donne un autre max. Et pour les facteurs contextuels, on a l'IPC classification. Alors, ça, c'est le Integrated Phase Classification ou l'étude qui est fameuse pour le cluster de l'alimentation. Et là, c'est là où on peut décider quel numéro on doit prendre pour la classification. Mais là, je vais juste vous donner, par exemple, il pourrait y avoir un district avec une couverture de disponibilité de 100%, mais des groupes armés pourraient restreindre l'accès des populations rurales aux établissements de santé. Dans ce cas, le PIN sera la population rurale. D'autre part, un autre district pourrait avoir une couverture de 0%, mais il pourrait y avoir un système de référence couvrant 60% de la population. Et dans ce cas-là, le PIN serait les 40% restants. Si vous travaillez sur le PEN pour le cluster de santé, vous devez savoir très bien qu'est-ce qui se passe après avec l'estimation du PIN global. Alors, pour le GIAF, qu'est-ce qu'ils font? On a décidé qu'on va avoir le maximum PEN à l'unité d'analyse la plus basse. Ça veut dire, peut-être ces numéros-là sont au niveau du pays, mais si vous avez décidé de faire l'analyse dans la première étape du GIAF au niveau de communauté, alors ils vont avoir le maximum PEN à chaque communauté, maximum PEN entre les clusters. Alors, par exemple, là où le santé a le maximum PEN, le santé va être choisi. Mais il y a un système de signalisation. Alors, dans le GIAF, il y a plusieurs signalisations juste pour s'assurer de la qualité des numéros, des PEN. Une de ces signalisations, c'est si le PEN est plus que 90% de la population. Alors ça, c'est automatiquement signalé et vous devez l'expliquer pour le GIAF ou pour les autres clusters dans des ateliers, dans un des ateliers de travail. Une autre catégorie, si c'est la différence entre le premier PIN et le troisième PIN est plus que 50%. Alors, c'est une grande différence entre le premier et le troisième. Mais il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'autres signaux et vous pouvez les voir ou les savoir dans la formation du GIAF. Alors, c'est pour cela, c'est très important pour le cluster de santé de la confiance dans nos peines et qu'on peut les défendre si c'est nécessaire dans un des ateliers de travail de GIAF. Alors là, on a terminé le PEN, mais on commence avec l'évaluation de la sévérité humanitaire. Alors, pour la sévérité, les mesures de sévérité condensent les informations en une seule échelle, facilitant les discussions sur l'urgence des efforts de réponse. Et ça, c'est la chose la plus importante, une des choses plus importantes de JIAF, c'est qu'on a une seule définition de gravité, de chaque gravité, on va les voir maintenant. Mais par exemple, là, on voit que la sévérité 1, ça veut dire c'est le minimum sévérité. Et par exemple, là, on a à soutenir l'accès aux services de santé. Si c'est catastrophique ou sévérité 5, alors là, on a besoin d'une création d'un hôpital ou d'un hôpital du camp ou de déployer l'équipe d'urgence médicale. Mais c'est important de savoir que la sévérité seule ne donne pas la priorité aux besoins humanitaires car tous les besoins doivent être satisfaits. Alors, pour les définitions, ils sont là. Malheureusement, ils sont en anglais, mais je vais essayer de traduire en parlant. Alors là, la sévérité est basée sur la zone fournit une évaluation de l'ampleur ou de la prévalence des besoins non satisfaits. Alors là, on a les descriptions, les définitions générales. On a 5 catégories ou 5 phases de sévérité. Le minimum, c'est pour les endroits qui ont accès, qui ont tous les services qu'ils ont besoin. Et vous pouvez voir par couleur que ça commence à détériorer. Alors, le 2, ça veut dire que la situation est un peu stressée. Par exemple, là,
On n'a pas, on a des services, mais ils ne sont pas tous prêts pour, ils sont pas tous capacités pour, voilà, pour nous assister, pour assister les gens sur, par exemple, des services santé. Ça s'empire dans la troisième catégorie sur le, alors ça devient sévère, et puis extrême, et puis catastrophique. Mais encore une fois, vous allez avoir toutes ces informations dans la formation de JF. Mais pour nous, ce qui est plus important, c'est de savoir qu'on a les 5 définitions qui sont standards, qui sont partout, pour tous les pays, pour tous les clusters. Ça, c'est les définitions des phases de sévérité. On n'a que 5 sévérités. Mais pour nous, pour le cluster de santé, on a notre définition aussi, on a nos définitions pour les 5 catégories. Et ce qui est sympa, c'est que chaque cluster a son définition pour chaque catégorie de sévérité. Alors, ça nous permet à comparer les résultats à la fin. C'est pareil comme avec le PEN. Alors, on a le même processus avec la sévérité et on va la voir dans un petit peu. Mais c'est une des résultats du GF qu'on est content et qu'on doit respecter. Alors, c'est les 5 catégories qui peuvent dire la même chose. Si la sévérité de besoin est minimale ou c'est catastrophique, extrême, etc. Pour nous, on a des indicateurs pour chaque sévérité. Alors là, vous les voyez ici. On va les partager avec vous aussi. Mais par exemple, on peut voir, comme ça dépend sur le numéro des lits. Aussi, on a un autre indicateur sur les travailleurs. Alors, il existe des seuils convenus pour estimer la sévérité de la santé et les pays peuvent ajouter plusieurs indicateurs et établir des seuils spécifiques aux pays alignés sur les définitions de gravité standard. Et notre équipe, le GHC IM Unit, on peut vous aider ou accompagner dans cette démarche si vous avez besoin d'aide. Là sont des définitions de GF, encore une fois, et là, c'est un exemple juste pour décrire chaque gravité ou chaque sévérité et la différence entre l'autre. Pour faire la sévérité, il est important d'examiner les données historiques sur la couverture des services et par exemple là, parce qu'on parle d'une maladie ou une contagion, des services et la contagion. Deuxièmement, pour s'accorder avec le panel d'experts sur le niveau de sévérité selon la définition des phases. Et troisièmement, éviter d'utiliser une échelle relative en prenant catastrophique, par exemple, comme la pire situation dans le pays. Alors, pour nous, catastrophique signifie un effondrement du système de santé. Toutes les zones classées comme catastrophiques doivent être signalées pour validation et plaider en faveur d'une réponse urgente. Alors là, on peut voir les indicateurs et comment on l'utilise pour la sévérité. Alors, on a aussi, nous recommandons de calculer une moyenne pondérée en tenant compte de la moyenne des ressources de santé, de l'état de santé et de la gravité des facteurs contextuels. Vous pouvez utiliser ces poids que vous voyez sur l'écran. Alors, 25% pour la moyenne sévérité sur les ressources de santé. La deuxième, c'est pour le moyenne de sévérité sur l'état de santé. Et troisièmement, 35% comme poids pour la moyenne sur les facteurs contextuels. Vous pouvez utiliser les indicateurs critiques tels que les phases IPC ou les épidémies qui peuvent écraser la sévérité ou remplacer. Et à la fin, vous pouvez avoir cette formule-là juste pour avoir une sévérité pour chaque zone. Alors, c'est important là de savoir qu'on doit calculer, pareil comme le PEN, la sévérité pour chaque niveau administratif qu'on a décidé dans le premier atelier de travail du GIF. C'est pour cela que votre participation est tellement importante pour décider caractéristiques pour l'analyse. Alors, après ça, on a la sévérité intersectorielle. Alors, le GIF comprend un tableau de référence intersectorielle qui doit être utilisé comme guide pour faciliter la discussion si une zone est signalée pour déterminer le niveau de sévérité finale. Alors,
La même chose s'applique là, encore une fois, sur la sévérité intersectorielle en fonction des résultats sectoriels. Cela génère une gravité préliminaire qui est comparée à certains indicateurs de résultats tels que le taux brut de mortalité et les violations des droits de l'homme, entre autres. Un autre système de signalement signale les districts s'il existe des différences significatives entre la sévérité préliminaire et ces indicateurs de résultats. Si un district est signalé, vous devez également fournir ou partager les preuves pour étayer votre conclusion et parvenir à un consensus sur la sévérité finale. Il est important de noter que toutes les zones à un niveau catastrophique sont signalées car nous devons nous assurer de plaider en faveur d'une réponse urgente. Alors, ça, c'est la dernière page que j'ai pour cette présentation.